J'ai commencé une vie dans, appelons ça le sport, puisque j'étais joueur de billard de l'âge de 10-12 ans et ça a continué jusqu'à l'âge de 21-22 ans. Plusieurs championnats du monde, plusieurs championnats d'Europe. Et puis après, une carrière dans la finance jusqu'à devenir gestionnaire de fortune en Suisse, donc en plein dans une forme de système, certaines personnes vont appeler ça la matrice, et jusqu'au jour où on se rend compte que quelque chose ne va pas. Je faisais constamment quelque chose qui ne me plaisait pas, et je le faisais, et je l'ai découvert bien tard, pour des mauvaises raisons, pour des raisons que je qualifie de traumatiques. Un petit peu comme pour prouver au monde, ou pour contrebalancer un manque, ou pour guérir d'une certaine blessure. On les connaît, hein, les grandes blessures qui sont presque communes à toute l'humanité, rejet, humiliation, trahison, etc. Et suite à plusieurs événements, j'ai décidé d'abandonner cette carrière qui a duré une douzaine d'années. Mais ce qui a été important pour moi, c'est de réaliser qu'il n'y a que à partir du moment où on saute dans le vide que quelque chose se crée. Il faut qu'il y ait cette dimension initiatique où, métaphoriquement, on saute dans le vide pour que des ailes poussent. Et moi, c'est quelque chose qui a pris 3 à 6 mois, parce qu'au moment où je change de vie, je n'ai aucun plan. Je ne dis pas je vais faire ça, comme ça, etc. Mais à partir du moment où on a, je crois que c'est le courage, un de mes auteurs favoris qui dit la nature aime le courage. Et elle te montre ça, car à chaque fois que tu feras des actes de courage, elle enlèvera les obstacles sur ton chemin. C'est Terence McKenna qui dit ça. Et donc cet acte de sauter dans le vide, c'est un acte de foi envers quelque chose qu'on va pouvoir appeler la vie, et bien quelque chose émerge. Et puis se laisser aller à ce qui nous appelle, là où est l'enthousiasme. On se rend compte tous qu'il y a des choses dans la vie, on les fait sans effort. Et donc quand il n'y a pas d'effort, il y a une forme de flow qui s'installe. Et ce qui me caractérisait depuis tout petit, hein, c'est qu'il y avait quelque chose d'assez naturel qui était pour moi l'attrait pour le mystique, ou le spirituel, ou le transcendant. La sensation que quelque chose, au sens large du terme, nous est caché. Juste une sensation qui a toujours été là. Et donc petit, je m'imaginais en fait qu'on vivait dans une pièce, 4 murs sans fenêtre, et qu'on passait notre vie à changer la moquette, à gratter pour chercher les fenêtres, et puis un jour on trouve une trappe, et puis on se rend compte qu'il y a une deuxième pièce. Et quand on a vécu toute sa vie dans une pièce et qu'on se rend compte qu'il y en a une deuxième, c'est quelque chose d'assez intense. Et pour moi, c'était les états élargis de conscience. Donc on les connaît tous, hein, les états élargis de conscience, puisqu'on en fait tous l'expérience tous les jours, c'est le rêve déjà, mais on peut y accéder aussi avec la méditation, la respiration, certaines pratiques ascétiques, certaines personnes le sport. Eh bien pour ma part, ça a été la rencontre avec ce qu'on va appeler les psychédéliques ou les antéogènes. Psychédéliques étymologiquement qui révèlent la psyché, l'âme, l'esprit. Donc on serait face à des plantes qui révèlent le contenu inconscient, ou l'âme. Et le mot antéogène est un petit peu plus connoté puisqu'on va retrouver comme dans théologie théo, donc le divin, gène qui génère et en soi. Donc il s'agirait de plantes qui génèrent le divin en soi. Et donc ceci est arrivé sur mon chemin, et ces expériences-là, bien qu'elles sont interdites en France, et c'est important de rappeler ici que en aucun cas mes propos ne constituent une forme d'encouragement, hein, ni même de facilitation, hein, puisque j'encourage tout le monde à respecter la loi du pays dans lequel il se trouve. Donc en France, on a beaucoup de retard sur nos voisins, mais ce que je présumais toute ma vie, ce que je présageais exister, c'est-à-dire d'autres dimensions, eh bien, à travers ces expériences-là, elles deviennent extrêmement concrètes, extrêmement palpables, ce que j'appelle l'expérience directe. Et pour moi, la suite de cette aventure-là, qui a complètement fait basculer ma vie, c'est de découvrir que tout ça n'a rien de récent. Quasiment toutes les religions, toutes les traditions spirituelles ont eu des rituels avec ces plantes qui étaient au centre pour vivre une expérience dite mystique, spirituelle ou transcendantale, directe, c'est-à-dire pas une expérience qui consiste à parler de choses qu'on s'imagine qui existent, mais d'expériences réellement vécues. Et ces témoignages d'autres mondes, ce ne sont pas des imaginations ou des rêves, c'est vraiment la pénétration d'autres dimensions de l'existence sur lesquelles l'humain débat depuis qu'il a la capacité de parler, et qui sont réellement vécues à travers ce qu'on appelle les plantes maîtresses ou les plantes sacrées dans certaines traditions qui existent encore aujourd'hui en Amérique du Sud, mais qui se retrouvent quasiment dans tous les chamanismes à travers le globe. Et au cours de ma carrière, vers la fin, je rencontre une personne qui me dit « Bon ben, ma vie a changé à partir du jour où j'ai bu l'ayahuasca. » Et j'ai dit « Là, il y a quoi ?» Et donc cette personne me dit « C'est une liane, ils font un breuvage, tu la bois et puis tu meurs. » C'est pas trop pour moi, ça m'intéresse pas. Et puis, quasiment un an plus tard, je me retrouve au Pérou à rencontrer ce breuvage.
Et ce que je constate à travers mes expériences, mais aussi à travers celles que je reçois, c'est que la phénoménologie de l'expérience d'ayahuasca, c'est qu'elle est finalement très proche de l'expérience de mort imminente. L'expérience est, dans la plupart des cas, tellement intense qu'elle donne le sentiment, et plutôt la conviction, à celui qui la vit, que c'est terminé, c'est la fin. Et donc, pour moi, ce qui m'est arrivé la première fois où je l'ai bu, eh bien, je me retrouve en plein milieu de la jungle et je me dis, ça y est, j'ai fait le con. J'ai 34 ans, pourtant j'avais une vie, une belle vie, tout allait bien, et là je bois un truc et je suis en train de mourir, et à ce moment-là, j'ai la certitude absolue que je n'en reviendrai pas. Et là, on retrouve dans ces expériences-là quelque chose que notre culture, que notre société a complètement perdu. D'une part, c'est le rapport à la mort, et d'autre part, c'est le rapport à la dimension initiatique. D'ailleurs, ayahuasca, c'est la liane des morts. Et donc moi, j'aime bien le décrire de cette manière-là, mais d'autres personnes vont le décrire d'une manière beaucoup plus lumineuse. Et c'est une expérience qui est enseignante. Le monde végétal est vivant, c'est une intelligence, et il existe un moyen de communiquer avec cette intelligence au même titre qu'on est en train de communiquer là. Et donc il existe des méthodes qui sont oubliées, aujourd'hui même interdites, qui consistent à ingérer quelque chose qui contient de l'information, qui est incroyablement infinie, et nous ne sommes pas éduqués à croire que notre cerveau dispose des récepteurs pour recevoir cette information. Pour nous, aujourd'hui, l'information, ça passe dans les télévisions, dans les ordinateurs, dans nos clés USB, dans le Wi-Fi, etc. Mais par contre, le monde végétal et le monde fongique est complètement vide et exempt d'informations. Quand bien même il l'aurait, nous ne pourrions pas le recevoir. Or, nous avons, appelons ça pour simplifier la chose, des prises dans nos cerveaux, des prises femelles, qui fait que quand on ingère ces substances dites psychédéliques ou antéogènes, nous recevons des informations qui sont bien plus anciennes que nous. Et donc, c'est tout ce qui va caractériser l'expérience psychédélique, transcendantale, c'est la capacité à recevoir de l'information et à faire intelligence avec cette information. Le réel, il semblerait qu'il soit déterminé par les limites, les plages de perception de nos cinq sens. Or, il y a un papier scientifique qui nous dit qu'on perçoit 0,0035% de la réalité. Donc quelqu'un qui aurait cet argument-là, c'est-à-dire ce sont juste des drogues, il y a déjà le postulat qu'en fait lui il perçoit la réalité et que la réalité est finalement quelque chose d'objectif. Or tout nous montre que la structure même de ce qu'on va appeler réalité est profondément subjectif et déterminée par les plages de perception de nos cinq sens, et l'étroitesse des plages de perception de nos cinq sens. Or, on se rend compte, à travers la méthode scientifique, on se rend compte que certaines substances qui viennent justement modifier l'esprit ne font pas que le restreindre, mais font aussi l'ouvrir. Donc on n'est pas dans une distanciation de la réalité pour certaines substances, on est dans une hyper-réalité, on est dans la perception de davantage d'informations. Donc il y a une croyance populaire qui commence à s'effriter, qui consiste à dire que si je prends une substance, un psychédélique, etc., eh bien je vais délirer. En réalité, la science nous montre que c'est l'extrême inverse, en fait, que certaines substances viennent restreindre le champ de perception et d'autres substances viennent l'ouvrir. Et donc ça se mesure par de l'imagerie cérébrale, où on se rend compte que le cerveau est davantage connecté. Et ça part du principe aussi de ce postulat que le cerveau agit davantage comme un filtre. Donc il y aurait un grand champ de conscience, et le cerveau permet de filtrer l'information dite universelle, ce qu'on appelle en physique le champ unifié, pour en faire une expérience intelligible de la réalité, un petit peu comme un tableau de bord extrêmement restreint qui nous permet de continuer à survivre. Et l'ego est une réduction extrême de notre perception. C'est-à-dire, on pourrait le voir comme le programme qui permet à ce véhicule biologique de se préserver dans un environnement hostile. Donc l'ego, il va être extrêmement restrictif. On l'appelle aussi, quand on le regarde à travers le prisme des neurosciences, on l'appelle le mode réseau par défaut. C'est-à-dire que dans le cerveau, il y a une forme de, appelons ça un branchement, ou une cartographie qui est active, et à partir du moment où ce réseau neuronal-là est actif, ça s'appelle l'ego, c'est le sens du moi, et ça me permet d'avoir une expérience extrêmement réduite de ce qu'on va appeler la conscience avec un grand C, qui est le réseau Wi-Fi duquel nous ne sommes finalement qu'une adresse IP. Et ces expériences-là, que j'aime appeler dissolutrices de l'ego, à travers les plantes, la méditation, la respiration, le mouvement, le sport, le jeûne, les ascèses, etc., il y a des tas de techniques, peut-être plus d'une centaine, permet de faire passer le mode réseau par défaut, c'est-à-dire le sens du soi, en arrière-plan, et de laisser la place à quelque chose de plus grand.
Et donc, il y a moyen de faire l'expérience de choses et de réalités qui transcendent toute rationalité et toute explication matérialiste ou toute tentative de mesure ou de reproduction scientifique. Et c'est ce qu'on va appeler l'expérience directe, ou c'est ce dont on nous parle depuis des milliers d'années sous le mot d'expérience spirituelle ou d'expérience mystique. La notion de traumatisme qui convient peut-être de préciser, le traumatisme n'est pas l'événement qui nous est arrivé, qu'on va qualifier finalement de traumatique, ça va être tous les schémas compensatoires ou les tentatives de réparation, tout ce qu'on va faire après pour survivre à l'événement. Et ce qui nous est arrivé, ce ne sont pas forcément des coups ou des abus, c'est parfois un climat, comme un climat d'enfance. Et pour donner des exemples, une mère dépressive, un père violent, un père absent, va créer un climat et nous allons mettre en place, sans exception tous, des mécanismes de survie et on va appeler ça donc des mécanismes traumatiques. Chez certaines personnes, ça prend donc justement la forme d'une carrière, chez d'autres personnes, ça peut prendre la forme d'une addiction et chez d'autres personnes, ça peut prendre la forme de maladie. Et ce climat d'enfance est la première représentation de ce qu'on va appeler amour ou de ce qu'on va appeler lien. Petite parenthèse, nos parents, quand nous sommes enfants, à l'âge de 3-4 ans, avant l'âge de 3-4 ans, ce ne sont pas nos parents, hein, c'est tout l'univers. C'est-à-dire que la mère, c'est le rapport à la vie, au vivant, et le père, c'est le rapport au monde matériel, hein, le yin, le yang, l'esprit, la matière. Et ces deux représentations, qui ne sont pas vues comme des parents, mais qui sont vues comme tout l'univers avant le processus d'individuation qui consiste à se dire « tiens, je ne suis pas maman, je ne suis pas papa », vont nous imprimer, nous imprégner, malgré eux souvent, c'est là qu'on est dans la psychogénéalogie ou dans le transgénérationnel, la première définition, non pas intellectuelle, mais physique, cellulaire, de ce qu'est l'amour, ou encore mieux, le lien. Et donc je vais toute ma vie, de manière assez inconsciente, donc là on se dirige plus vers ce qu'on pourrait appeler les relations amoureuses, toute ma vie tenter de retrouver cette couleur. Et cette couleur qui sera la première image du lien, mais qui aura été teintée par le comportement des parents. Et dans certains cas, dans beaucoup de cas, il y a de l'abus, de la violence, de la négligence, de l'abandon, du rejet, de la trahison. Et nous aurons cette tendance à rechercher dans nos relations amoureuses exactement la même couleur que la vie nous aura donnée en premier lieu. On ouvre les yeux, on voit une couleur, on la sent pendant plusieurs années, et c'est ça qu'on va rechercher. Et donc, le travail de discernement à cet endroit-là, c'est d'arriver à discerner qu'est-ce qui me nourrit, sous-entendu le lien à l'amour, et qu'est-ce qui est venu teinter cette définition de l'amour et du lien dans mon enfance et qui continue à me desservir dans ma vie. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'on va plutôt, ou souvent, vers, en tout cas pendant une première partie de vie, vers des partenaires ou des relations qu'on va appeler toxiques, tout simplement parce qu'ils nous desservent. Moi, je ne crois pas fondamentalement que des personnes sont toxiques, mais que la rencontre entre deux personnes dont les couleurs tapent les unes dans les autres font que quelque chose devient toxique. Et au niveau scientifique, ça s'explique de manière un petit peu plus rationnelle. Pour survivre à notre climat d'enfance, nous avons développé un cocktail de neurotransmetteurs. Cortisol pour le stress, ocytocine pour le lien, sérotonine, dopamine, etc. Et ce cocktail a un certain goût, une certaine sensation, et nous allons le rechercher à travers certaines personnes. Sauf que le climat d'enfance que nous avons vécu n'est pas forcément celui qui nous convient à une période de notre vie où nous souhaitons des choses qui sont plus nourrissantes, à une période de notre vie où nous avons notre discernement d'adulte. Et donc, pour répondre à la question, la première question, mais c'était le traumatisme n'est pas forcément un événement. Et donc, moi, les gens qui me consultent, des fois, ils me disent « Ah, mais vous savez, moi, mon père, il m'a donné des coups de pied dans le ventre, mais on m'a jamais brûlé la cigarette, on m'a jamais frappé au visage. » Alors que le voisin... Et donc, on a toujours cette tendance, et je l'ai aussi, hein, cette tendance à la normalisation, mais on vient dans ce monde, et pour, heureusement, la très grande majorité d'entre nous, le premier rapport au monde, c'est le lien. C'est-à-dire qu'à cette période où nous ne sommes pas séparés de nos parents, ce que vivent nos parents, on le ressent d'une manière très intense en tant qu'enfant, et on ne veut pas que donc les premiers signaux d'alerte, papa devienne violent, ou que maman s'effondre, ou que maman devienne violent, ou que papa s'en aille. Et donc, quand ces parents qui sont tout notre univers, sous forme de deux polarités, vacille, c'est tout le monde, c'est tout l'univers qui vacille, hein, c'est notre existence. Et nous faisons face à ce moment-là à un danger de mort. Clairement, c'est vécu comme la mort.
Et le phénomène d'introjection, c'est ah, quand je fais ça, maman, il lui arrive ça, ou quand je fais ça, papa est en colère. Donc, je ne vais surtout pas me faire rechoper à cet endroit-là, et je vais développer une hypervigilance pour ne pas que mon monde vacille quand je suis triste ou quand je fais une bêtise. Et donc c'est comme ça que l'on, entre guillemets, que l'on ingère et que l'on intègre le comportement des parents. Et donc c'est Gabor Maté qui parle de cette dynamique entre lien et authenticité. On a, quand on arrive au monde, un besoin fondamental, et la science le démontre d'ailleurs, qui est au même niveau que de manger et boire, c'est d'être touché, d'être en lien, et un peu plus tard d'être validé dans qui nous sommes. Et il y a aussi un besoin fondamental qui est l'authenticité, qui vient un peu plus tard. Et nous aurons visiblement toute notre vie à dealer avec ces deux choses. Soit je suis en lien, soit je suis authentique. Mais si je suis authentique avec quelqu'un qui me réprime, je perds le lien. Et donc là, il y a angoisse de mort. Et donc, la plupart d'entre nous, j'évite de faire de grandes généralités, mais c'est quand même ce qui en ressort, au titre de nos carrières ou des comportements qu'on développe, c'est que nous aurons, pour la plupart, sacrifié notre authenticité, peut-être notre soi véritable, au profit du lien. Et le lien, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, a pris la forme d'une forme de validation collective et d'un idéal qui est essentiellement consumériste, capitaliste et matérialiste. Et à partir du moment où on commence à montrer quelque chose d'un peu trop spirituel, on se départit déjà du lien de 90% de la population, on commence à être bizarre, et pourtant il y a quelque chose qui émerge, il y a un feu qui brûle, j'ai une soif de transcendant, j'ai une soif de plus de sens, de plus d'humanité, de plus de lien justement, et là l'authenticité remonte et on commence à perdre du lien. C'est des schémas que je rencontre souvent. Eh bien, toute notre vie, on aura à faire face à cette articulation entre lien et authenticité. La solution, ce serait de pouvoir être authentique tout en étant en lien. Mais ça nécessite de couper le lien avec les personnes qui ne nous permettent pas d'être authentiques. Et on grandit dans une famille qui est imprégnée d'une cascade de traumas transgénérationnels, mais beaucoup d'entre nous vont vouloir des résultats très vite. Les gens disent « oui, mais concrètement, je fais quoi ?» Non, c'est déjà fait. À partir du moment où tu portes le regard à un endroit incongruent, à un endroit qui appelle à être entre guillemets guéri, et je suis toujours très prudent avec ce mot-là, eh bien quelque chose se passe. Quelque chose bouge. Un petit peu comme il y a cette phrase qui dit « on ne fait pas pousser les salades en tirant dessus ». Par contre, pour faire pousser une salade, il y a des choses à faire qui nécessitent une forme de patience et peut-être même une forme de conscience. Et donc, c'est tout ce que Jung explique, nous sommes constitués d'une immense partie qu'on va appeler l'inconscient, et une petite partie qu'on appelle le conscient, dans laquelle une toute petite partie va être l'ego. Eh bien, tout le travail d'une vie serait de faire remonter l'inconscient vers le conscient. Tant que nous ne faisons pas ça, on va appeler ça destin. La phrase exacte, c'est « tant que nous ne rendrons pas l'inconscient conscient, il dirigera notre vie, nous l'appellerons destin ». Et tout le travail de la vie d'adulte, toujours selon la perspective jungienne qui m'est chère, va être le discernement et la prise de conscience de ces schémas qui, pour la plupart des gens, se révèlent à 30, 40, 45 ans, puisqu'on se rend compte que, tiens, ce que je fais depuis toujours, ben, ça ne me convient plus. Ça a pu être le cas dans ma carrière, et un des points de bascule, ça a été de réaliser que ce que je faisais de ma vie, professionnellement parlant, était en fait une forme de compensation, liée à une enfance qu'on pourrait qualifier de maltraitée, par exemple, et on construit à partir de notre enfance des mécanismes de compensation pour tenter de réparer quelque chose qui nous a été fait pendant notre enfance. Ça peut être une opposition par rapport au père, vouloir prouver quelque chose à la mère, et je pense que certaines carrières ou certaines obsessions sont des symptômes de ce genre de cataclysme de notre enfance ou de notre adolescence. Et donc, ce qui m'est arrivé, ça a été de réaliser que c'était absolument pas une vocation, mais plutôt une obsession inconsciente de réparer quelque chose. Et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire à partir du moment où la conscience se pose sur un sujet ou sur un objet, l'objet ou le sujet commence à changer. Ça part appelons ça une hypothèse, que la conscience guérit tout ce qu'elle touche. Et à partir du moment où on oriente la conscience à un endroit, cet endroit se délie, cet endroit se révèle d'une certaine manière, et quand la conscience est portée sur notre état intérieur, ou une recherche d'alignement, ou ce que j'aime bien appeler une recherche de congruence, eh bien la congruence se fait, et on ne peut plus continuer à jouer contre son camp.
Il y a cette proportion de personnes qui disent je n'ai aucun traumatisme, je n'ai rien vécu de négatif dans mon enfance et finalement je n'ai rien à régler. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il n'y a pas de volonté intrinsèque de se remettre en question, ou d'aller élucider certains éléments biographiques conditionnants et délétères, eh bien je pense qu'il n'y a aucun travail à faire. Il y a cette phrase un peu taquine qui dit on peut amener un cheval à la rivière mais on ne peut pas boire à sa place. Toute chose part d'une intention. Et si j'ai l'intention d'aller déconstruire quelque chose, là il peut arriver quelque chose. Mais je crois que c'est un chemin qui doit s'exonérer de recettes et de méthodes toutes faites. Ça fait très galvaudé, hein, on dit le bonheur n'est pas une destination, un chemin, et j'ai envie de dire la guérison, c'est pas du tout une destination. C'est un état d'être qui consiste à porter le regard à l'intérieur. L'idée est d'aller explorer les expériences constitutives de notre rapport au réel et de voir comment nous les reproduisons sans les questionner. Mais la difficulté que je rencontre le plus souvent chez les gens qui me posent ce genre de questions, c'est de leur faire comprendre l'importance de la lenteur et du processus de sédimentation. Tout, absolument tout dans la nature, se passe à travers une incroyable lenteur. On passe pas de l'été au printemps, on passe pas du jour à la nuit. Il y a nulle part dans la nature, il y a des interrupteurs. Et donc, tout est une histoire de cycle. Nous, on a des biorhythmes. Le cœur, contraction, dilatation. Le sang circule. Les cycles menstruels, contraction, dilatation. Les marées, les saisons, la résonance magnétique de la Terre. Tout est une forme de dilatation et de contraction. Et je crois que d'aller explorer en soi cette notion de pendulation va nous permettre de voir le processus de guérison, s'il existe, comme quelque chose qui nécessite de la lenteur. Or, très souvent, ce que je rencontre, ce sont des gens qui souhaitent se libérer d'une vie que moi je vais qualifier de matérialiste ou de consumériste, et qui veulent utiliser les mêmes méthodes, c'est-à-dire efficaces, sonnantes et trébuchantes, avec un interrupteur à trouver, pour régler le problème dans lequel ils sont embourbés. Or, intuitivement, il y a quelque chose de beaucoup plus organique, c'est d'arriver à observer pourquoi on en est là, jusqu'où ça va si on ne change rien, et commencer à impulser un mouvement qui permet au futur cycle de survenir. Et c'est là où on se rend compte qu'on a placé énormément de gardiens, qu'on a placé énormément d'interdits. Et ces interdits, c'est en très grande partie, selon moi, le regard qu'on porte de soi à soi. Si je manque de confiance en moi face à toi, ce n'est pas ce que tu vas penser directement qui va me faire manquer de confiance en moi, c'est ce que je vais croire de ton regard, qui va me renvoyer une image de moi à moi qui est insupportable. Parce que tu peux me dire des choses extrêmement désagréables, le mécanisme derrière ça, c'est quel regard je vais porter sur moi dans cette situation. Et ça, on ne veut pas le rencontrer, et du coup, je vais rentrer dans un conflit, pour éviter de me rencontrer à l'endroit tellement douloureux où je ne m'aime pas. Et je pense que c'est ça le mécanisme qui va enrober la confiance en soi et qui prend la source dans les premiers rapports humains qui sont constitutifs de notre manière d'être au monde. On pourrait aussi dire le vilain petit canard, c'est la pièce familiale, mais elle s'observe aussi dans tout groupe. Dès lors qu'il y a un groupe qui se constitue, il y a des archétypes qui émergent. Ça, c'est assez fabuleux à observer quand on comprend le mécanisme, mais dans un groupe, celui qui va catalyser tout ce qui est inacceptable et tout ce qui ne rentre pas dans le groupe. Sauf qu'il en faut toujours un, et il y en aura toujours un, parce que le groupe a besoin de ce mouton noir pour se structurer. Il a été démontré, chez au moins 2 espèces de primates, qu'il existe la rumeur. La rumeur et le ragot, chez les singes, je ne sais plus quelles espèces, ça se retrouve assez facilement, eh bien ça existe, et ça permet au groupe de se consolider. C'est-à-dire que d'exclure temporairement un membre pour favoriser la corégulation dans le groupe est une fonction qui existe chez les animaux. Et on fait la même chose, et dans une structure familiale, ça existe aussi, ça permet souvent de renforcer les liens familiaux. Donc ça, c'est une manière de le prendre. Une autre manière de le prendre, souvent quand c'est vécu par le mouton noir, c'est je suis pas comme il faut, d'ailleurs c'est ce qu'on m'a répété par exemple toute mon enfance, je fais pas ce qu'il faut, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas fait pour ce monde-là n'est pas le mien, etc. Mais une autre manière de le prendre, c'est de dire, justement, tu es le catalyseur de tout ce que le monde devrait être. Hein. Souvent, ces gens-là ont un profil d'artiste,
hein, ça rentre pas dans le moule, etc. Mais il y a cette phrase tellement citée, je ne peux pas ne pas la dire, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade. Eh bien, ça parle un petit peu du mouton noir qui tient aussi ce rôle à la fois de catalyseur et de révélateur de tension d'un groupe ou d'une famille. Et donc à un moment j'écris effectivement que le mouton noir a une fonction cathartique. C'est qu'il permet de révéler chez chaque membre du groupe qui l'exclut finalement l'ombre qui doit être... Comment est-ce qu'on se comporte avec un mouton noir? On a tous déjà fait partie d'un groupe où il y avait un mouton noir et puis on se voit faire. Hein, et c'est terriblement révélateur de voir de quel côté on va, et j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on va aller chercher le mouton noir pour l'inclure au groupe. Mais il semblerait que le vivant a besoin de phases d'exclusion pour se reconstituer, et il y a peut-être quelque chose ici de l'ordre de la purification, puisque en l'occurrence le mouton noir pourrait avoir un rôle cathartique et révélateur de certaines mécaniques familiales. On peut penser au non-dit, on peut penser au tabou. Et donc on pourrait voir le mouton noir justement comme celui qui sacrifie le lien au profit de l'authenticité. Hein, on a vu dans cette articulation lien-authenticité qu'on sacrifie tous notre authenticité au profit du lien et ça donne une société malade. Le mouton noir est celui qui peut-être nous montre que l'authenticité est au centre au détriment du lien. Mais là, c'est encore une fois, c'est le sujet du lien et de la responsabilité de chacun. Ce qu'on rencontre souvent, c'est qu'il y a ce biais de temps en temps où je suis responsable de l'émotion de l'autre, parce que je veux absolument rester en lien. Et si tu vas pas bien, oulala, il faut absolument que je modifie quelque chose chez moi. Il faut que je fasse très attention à ce que je fais, parce que je sens que tu vas te mettre en colère, ou je sens que tu vas être violent, ou je sens que tu vas m'abandonner. Et là, on est complètement dans la perte d'authenticité. Et l'idée, c'est de retrouver l'articulation « je » et « nous ». Je, tu, donc déjà deux choses, et il peut y avoir un nous à partir de la reconnaissance de la souveraineté de ce je et de ce tu séparés. Et certaines enfances nous auront montré en fait que c'est une pelote de laine inextricable, qu'il n'y a jamais de je, qu'il n'y a jamais de tu, je perds complètement mon authenticité pour rester en lien, parce que sans lien, je meurs, parce que peut-être mon enfance m'aura raconté que si papa s'en va, c'est un drame, d'ailleurs peut-être que papa est parti. Et l'idée étant de redonner à l'autre l'entière responsabilité de ses émotions et de ses sentiments. Et là aussi, c'est un travail de conscience que de se voir faire à partir du moment où on prend en charge les émotions de l'autre, ou bien on évite à l'autre de traverser certaines émotions en se racontant que c'est notre faute. Et donc là, il n'y a plus aucune authenticité, il n'y a que du lien au détriment de ce que j'ai envie d'être. Et bien sûr, ça nous permettra de nous plaindre du comportement des autres, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Mais quand une personne souhaite se libérer d'une souffrance, très souvent dans ce que je rencontre, forcément puisque je rencontre très souvent des gens qui ne font que parler de moi finalement, dans la mesure où on rencontre, je crois qu'on rencontre les gens qui viennent nous transmettre des messages à notre sujet. C'est quelque chose d'assez perturbant. Donc moi, on me parle beaucoup de rupture et d'histoire sentimentale, et je donne un exemple là qui me revient. La personne m'explique qu'elle aimerait se libérer de cette souffrance liée à sa précédente relation et sa rupture. Donc on pourrait rentrer dans une exploration absolument infinie de oh, qu'est-ce que l'autre a fait mal, et qu'est-ce que j'ai fait mal, et à quel point il a été horrible, et avec des exemples, et puis ça peut durer... voilà, et c'est le principe même de la souffrance, hein, c'est de rentrer dans cette boucle d'auto-justification. Et donc cet exemple me remonte à la surface, une personne dont la souffrance de sa rupture d'il y a 2 ans est devenue absolument insupportable. Et l'intuition à ce moment-là, c'était de lui proposer qu'en fait elle n'en guérira jamais. Et c'est comment si tu apprenais que ça ne terminera jamais. Et la personne à ce moment-là est traversée physiquement par une vague de soulagement. Parce qu'en fait, ce dont elle souffrait, c'était l'attachement démesuré à vouloir se séparer de l'insupportable. Or, si cet insupportable s'étale sur toute la vie, il n'y a plus rien dont il faut se séparer. Et donc quand je te dis « tu n'en guériras jamais », qu'est-ce que ça te fait? Et dans l'immense majorité des cas, on constate une vraie libération, puisqu'il n'y a pas de guérison. Il y a juste l'acceptation d'une condition inacceptable, et dans certains cas, c'est une immense tristesse. Mais au moins la tristesse, elle peut être ressentie
traversée et quelque chose se libère. Et le résultat qui est proposé dans l'abandon total ou dans l'exploration de qu'est-ce que ce serait si je n'y arrive jamais, on approche quelque chose qui est de l'ordre du deuil. Et souvent, les incapacités qu'on rencontre, les obstacles qu'on rencontre, c'est par le refus d'abandonner certaines choses. Cette phrase, il dit « choisir, c'est renoncer ». Et en fait, si je veux aller dans cette direction-là, il faut absolument que je lâche quelque chose. Sauf que comme je ne suis pas capable de lâcher ce quelque chose qu'en plus je refuse de regarder, je n'irai jamais dans cette direction-là. Flamme jumelle et perversion narcissique, ce sont les deux choses, je crois, à la mode en ce moment. Ce sont des narrations. Et donc, dans le cas des flammes jumelles, eh bien, je vis quelque chose d'absolument extrême, je ne comprends absolument pas ce qui se passe, tout mon corps y réagit, je ne dors plus, je ne mange plus, forcément, ça se passe dans une autre vie. Et il y a plein de narrations qui s'empilent pour pouvoir mettre des poignées sur cet objet et pour pouvoir en disposer de la manière dont je le souhaite. C'est pareil avec le pervers narcissique. C'est qui cet autre qui me fait tellement de mal et qui est le coupable de tous mes maux? C'est qui cet abuseur? Et bien sûr, là on ne parle pas d'agression ou de choses qui sont absolument impardonnables, hein. On parle de relations dans lesquelles il n'y a pas de bourreau sans victime, hein. Et le narratif populaire construit des abuseurs, des pervers narcissiques, et donc il y a cette mode de la déresponsabilisation, alors qu'en fait, ce genre de relation toxique ne fonctionne pas sans consentement. Et souvent, certaines personnes, quand entendent le mot « responsabilisation », il y a toutes les lumières rouges qui s'allument. Comment peux-tu me dire que je suis responsable alors qu'il était pervers narcissique? Et c'est là où il y a une méprise fondamentale à l'endroit du terme responsabilisation. Être responsable, c'est répondre d'eux et c'est aussi prendre ma part. C'est pas « je suis l'auteur », ce n'est pas « c'est ma faute ». Ça, c'est de la culpabilisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on s'offusque, quand on se braque, quand on vrille à l'endroit du mot responsabilisation dans une relation abuseur-abusé, c'est justement qu'il y a une part qui n'est pas prise. Qu'est-ce qui se passe chez toi si quand je te parle de ta coresponsabilité, tu as des symptômes physiques de colère ou d'indignation? Eh bien, je crois qu'on est au bon endroit. Le problème dans l'articulation de ces relations toxiques ou de ces relations où il y en a toujours un qui est pervers narcissique, etc., c'est la non-reconnaissance du système. Hein, c'est un système, et je ne dis pas que les pervers narcissiques n'existent pas, d'ailleurs le terme est très très dévoyé, je ne dis pas que les abuseurs n'existent pas, bien au contraire, et là je souhaite couper l'herbe sous le pied à toute décontextualisation qui vont pouvoir être faites par le phénomène Internet, mais s'il y avait une notion de guérison, elle se trouve dans la découverte de sa responsabilité. Qu'est-ce que toi tu fais là, à cet endroit? Qu'est-ce que toi tu fais face à cette personne que tu as qualifiée de pervers narcissique? Qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là, à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a poussé toi à cette personne-là? Et donc je me suis retrouvé moi-même, à la lumière de cette rupture, à qualifier l'autre pendant une certaine période de plusieurs mois. Cette personne est absolument pervers narcissique, c'est obligatoire, puisque moi je suis tellement irréprochable. Et je n'ai agi que par le cœur face à cette personne qui est incapable d'aimer. Encore une fois, on a ici tout le phénomène de projection, c'est-à-dire que l'autre incarne ce que je ne peux pas accepter à mon sujet, et donc c'est le phénomène de projection qui pourrait faire l'objet d'une vidéo complètement différente, tellement le sujet est intéressant. Et il y a en nous un inacceptable qui est tellement inacceptable qu'on refuse de le voir, et je le dis de manière très raccourcie, du coup on le voit chez tout le monde. Ce qui nous permet de nous placer dans la position inverse, qui est le confort que nous recherchons face à cet inacceptable. Si il y a en moi une part abusive, et que c'est absolument inacceptable pour moi de le voir, le fait de faire de toi un abuseur va me permettre de me placer du côté du bien. Et ce bien, duquel je me place en te traitant de pervers narcissique, j'en ai tellement besoin pour guérir de ma propre perversion narcissique. Et là est tout le phénomène de la projection, et je crois que quand on a compris ça, on sort de cette logique victimaire qui consiste à toujours accuser l'autre de son problème, et là peut commencer ce qu'on pourrait appeler le travail sur soi. Juste à cet endroit-là, où on commence à prendre la co-responsabilité qui n'a rien à voir avec une culpabilité, des schémas que nous avons nourris.
Et encore une fois, j'exclus de ce discours les agressions, les choses qui sont répréhensibles par la loi, hein. Je parle bien des dynamiques intrarelationnelles qui visent à polariser l'une partie plutôt que l'autre. Quand il y a relation, il y a à l'endroit de la relation un consentement, c'est « je veux rentrer en contact avec toi » et souvent j'ai besoin de faire de toi quelque chose qui va me permettre d'incarner l'opposé, que j'ai tellement besoin d'incarner pour ne pas me rencontrer à l'endroit où je sens vraiment mauvais. Personne sur Terre n'est du mauvais côté de la barrière. T'as personne qui se dit, je pense que c'est peut-être une personne sur 1 million qui se lève le matin et qui se dit « je vais faire du mal aujourd'hui. Et puis aujourd'hui je vais avoir tort ». Et la dérive civilisationnelle dans laquelle nous sommes, qui tend à une fragmentation volontaire de la société pour éviter qu'il y ait trop de gens d'accord, c'est tellement plus pratique, consiste à renforcer ces dualismes. Si j'ai raison, forcément t'as tort. Mais est-ce qu'il se peut qu'on a raison tous les deux dans notre souffrance, dans notre relation? Est-ce qu'il se peut qu'on a tous les deux raison et que nous n'avons pas réussi à nous accorder? Ce que je pense, c'est que ce qu'on est en train de traverser à la fois qu'en tant que civilisation et en tant que pays ne fait pas exception à cette contraction-dilatation. Hein. Et peut-être qu'on arrive en fin de dilatation ou on arrive en fin de contraction. On le voit avec le regain d'intérêt pour la spiritualité ou l'ésotérisme qui est devenu un gros mot, hein, cette pratique inquiétante des Français, quoi, alors que avant tout c'était les connaissances cachées du plus grand nombre, mais ce n'étaient pas des pratiques farfelues. Mais on est tellement distancié de ces pratiques spirituelles qui sont à la source des traditions spirituelles, c'est-à-dire qu'on avance, selon moi, vers une déspiritualisation. On est passé par une grande période d'obscurantisme religieux, et l'obscurantisme, c'est à partir du moment où on dit « ça c'est la vérité, ce que tu vis n'est pas la vérité, moi je vais t'expliquer ce que c'est la réalité, d'ailleurs je vais le mettre dans un bouquin, comme ça tout le monde est d'accord ». C'est une période d'obscurantisme de plusieurs siècles, religieux. La juste réponse à cela, ça a été la méthode scientifique. Sauf qu'aujourd'hui, on approche de nouveau l'extrême inverse, et notre dérive en tant qu'occidentaux, c'est d'être à l'autre extrémité du spectre. L'autre extrémité du spectre, c'est le scientisme et le matérialisme, et l'autre extrémité du spectre, qui n'est pas non plus viable, c'est une forme de délire mystique conscient, où plus rien n'a de sens, où il n'y a absolument plus aucun ancrage, et où finalement tout part n'importe où sans aucune forme de rationalité. Donc on a irrationalité extrême et rationalité extrême qui est tout autant délétère. Il me semble à moi, à travers mes yeux et mon expérience biographique forcément déformante, qu'on est vers cette extrémité du spectre et qu'on penche dangereusement vers un hyper-rationalisme au détriment de valeurs profondément irrationnelles que sont l'entraide, la collaboration, le partage, la compassion, le lien, la connexion, qui sont absolument pas rentables, on le sait, et donc l'idée serait lentement de rééquilibrer tout ça. Mais je m'interroge si une totale dépénalisation ou légalisation des psychédéliques à une échelle occidentale ne pourrait pas avoir des conséquences surprenantes. On est tellement loin des considérations spirituelles qui ont fondé ce que nous sommes en tant qu'espèce et en tant que civilisation, que le choc ontologique d'expériences psychédéliques trop fortes pourrait ne pas seulement apporter la révolution qu'on attend, mais pourrait apporter une forme de désancrage ou d'irrationalité. Et c'est ce que nous explique le film Matrix, qui est une allégorie de la caverne de Platon. Certains exégètes de Platon décrivent que le fait de sortir de la caverne peut mener à une mort, et surtout que celui qui survit à la découverte de la vérité en dehors de la caverne, s'il re-rentre dans la caverne, il risque de se faire tuer. Et c'est ce qui est expliqué dans la Genèse. Hein. On a ce passage magnifique où il est interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Et un peu plus tard, je crois que c'est Genèse 3,23, le serpent dit à Ève « Non, non, si vous en mangez, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. » Et ce qui est intéressant, c'est que l'humanité n'aurait jamais existé sans l'interdit. Et donc il y a cette dichotomie authenticité-lien. Est-ce que je transgresse pour trouver mon authenticité ou est-ce que je reste en lien au risque de ne pas exister? Mais plutôt que de faire part de mes convictions, je vais plutôt faire part de mes souhaits, c'est la curiosité. Et la sortie de la fragmentation constante
de la société pour rentrer vers ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. Hein. On a toujours plus de catégories, toujours plus de mouvements, toujours plus de démarches communautaires et identitaires pour pouvoir dire que toi, tu es différent de moi et que tu ne me respectes pas, alors qu'en fait, on partage des milliards de choses en commun, ne serait-ce que biologiquement parlant. Et je pense que cette dérive, c'est l'abandon progressif du lien. Et il se peut que l'humanité, et d'ailleurs tout système, vu qu'il est soumis à cette incessante... C'est très intéressant parce que ce qui différencie la vie et la mort, c'est le mouvement. Hein. Donc à partir du moment où il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Et ce qui caractérise le vivant et un système qui évolue, c'est cet incessant mouvement de contraction-dilatation. Et on passe, en tant que civilisation, par des alternances entre excès d'authenticité et excès de lien. Excès de conformisme et excès d'anticonformisme. Et les excès d'anticonformisme, ça va être les révolutions, les grands basculements, etc. Et peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle, alors les gens s'imaginent souvent que ça va arriver demain dans la rue ou demain aux infos, alors qu'en fait, si on change d'échelle, si on change de niveau explicatif, ça fait 5 ans qu'on découvre le pouvoir de l'intelligence artificielle et qu'il est exponentiel et que peut-être on va atteindre quelque chose qu'on appelle la singularité technologique, qui peut être un basculement fondamental de notre manière de vivre le monde. On est dans un événement de cette ampleur et de cette implication-là. Donc il est possible que ce basculement, cette révolution, cette apocalypse qui n'est pas la fin du monde mais la fin d'un monde dont tout le monde parle, il est possible qu'on soit en plein dedans et que ce ne soit pas quelque chose de brutal. Et là, on peut observer ce mouvement dont on est en train de parler au même titre que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la traversée d'une émotion. Hein? Il est possible que ce que la civilisation traverse, ce que l'humanité traverse, soit en fait une émotion collective. Hein? Et l'idée étant, comme on l'a vu lorsqu'on évoquait des considérations qui sont plus thérapeutisantes, qu'il s'agisse de se laisser traverser par quelque chose. Et on a tous peur de la déflagration, on a tous peur du basculement, et en même temps on l'espère tellement. Eh bien il y a une catharsis, et si ça se trouve, on est assis dedans, on respire dedans, et c'est peut-être quelque chose de très doux qui est en train de circuler.